à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal débridé. Dans cette émission, nous allons voyager à Shanghai. Et maintenant, pour commencer les actus, nous allons prendre le ferry pour traverser la rive. Nous allons à Pudong, dans le quartier financier de Shanghai. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, il n'y avait absolument rien ici, que des champs. Et aujourd'hui, regardez, qu'est-ce que c'est beau! Il y a 2 semaines, on était à l'autre côté de la rive, à Puxi. Aujourd'hui, on est ici, on profite du soleil. Sans plus tarder, nous parlons tout de suite des actus. Traditionnellement, le soir du Nouvel An chinois, on regarde le même programme à la télé. Ici, on n'a pas le plus grand cabaret du monde, ni le bêtisier. Cette année encore, le gala du Nouvel An chinois a rassemblé 1,27 milliard de spectateurs dans le monde. Pourtant, il y avait un peu plus de choix avec un concours de Sanda sur Renan Télévision. Dans l'émission, on pouvait voir s'affronter 22 combattants avec des noms comme le capitaine chinois Fu Gaofeng, l'âme du démon Wei Rui, Petit Tigre Tie Yinghua, Condor divin Jia Aoqi, guerrier majestueux Zhang Kaiyin. On n'était pas loin d'une compétition de catch à l'américaine, en plus gracieux. Cette année encore, à cause du Covid, des millions de Chinois ont décidé de rester dans leur lieu de résidence plutôt que de rentrer célébrer la fête du printemps en famille ou de voyager. On estime que 48 millions de personnes supplémentaires ont pris cette décision cette année par rapport aux années précédentes. Il faut dire que certaines provinces avaient pris des mesures drastiques. Tests Covid obligatoires, assignation à résidence entre 7 et 15 jours. Vous imaginez ça en arrivant à la Baule ? Si le secteur du tourisme en a pâti, cela a boosté d'autres industries. Par exemple, les préventes de tickets de cinéma pour la période des vacances s'élevaient à 1,463 milliards de yuan, soit 187,2 millions d'euros le 11 février, battant le précédent record établi en 2019 à 1,458 milliards de yuan. Et pour moi qui adore le cinéma, je trouve que c'est une bonne nouvelle. La Chine compte désormais presque 1 milliard d'internautes. Et oui, le nombre d'internautes en Chine atteint 989 millions à la fin de l'année 2020, un chiffre en hausse de 85,4 millions par rapport à l'année précédente. Un tiers d'entre eux vivent dans des régions rurales, c'est 54,71 millions de plus par rapport à l'an dernier. En plus, l'accessibilité à Internet dans les régions rurales est en hausse de 10%. Désormais, 56% de la population dans ces zones est connectée à Internet. De quoi envisager de belles pépites dans la catégorie « Le goût de la terre » dont on vous parlait dans une émission précédente. La vlogueuse chinoise Li Ziqi bat le record du monde. Imaginez, elle a 14,1 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est un peu plus que moi, hein. D'ailleurs, si vous y pensez, abonnez-vous. La chaîne intitulée Li Ziqi comptait déjà 11,4 millions d'abonnés le 16 juillet 2020. Le nouveau record a été enregistré le 25 janvier 2021. Li Ziqi est une blogueuse culinaire de 31 ans qui vit dans les montagnes de Chine. Mais quelle est la recette de son succès? La chaîne a été activée le 22 août 2017 et elle a publié sa première vidéo « Faire une robe avec des peaux de raisin 2 jours plus tard ». Et vous n'allez pas le croire, mais cette vidéo a fait plus de 20,4 millions de vues à ce jour. La dernière en date parle de comment faire des cornichons et cuire de la viande pendant l'hiver. Et même avec ce sujet bizarre, elle a enregistré plus de 7,6 millions de vues en 3 semaines. C'est décidé, j'arrête la culture, je me mets à la cuisine. À Shanghai, vous pouvez désormais commander votre café en langue des signes. Un Starbucks du district de Huangpu compte 12 baristas, tous maîtrisant la langue des signes chinoise. 5 d'entre eux souffrent eux-mêmes de difficultés auditives. Dur de la feuille peut-être, mais fort de café. C'est le 4e Starbucks à proposer ce service en Chine, avec un système de commande spécial comprenant un assistant vocal intelligent, un pavé d'écriture et des écrans de commande pour une communication optimale avec des clients. Les jeunes privés de téléphone, c'est la solution à tous les problèmes d'éducation, même en Chine. Les écoliers chinois de moins de 18 ans sont désormais systématiquement privés de téléphone portable à l'entrée de l'école. Le ministère de l'Éducation chinois interdit l'utilisation des appareils mobiles dans les salles de classe, comme dans les cours de récréation. Le but est de protéger la vision et la concentration des élèves. Victimes collatérales de cette décision, les professeurs. Et oui, les enseignants seront chargés de collecter les téléphones des élèves en classe, mais ils auront interdiction d'utiliser les leurs pour ne pas donner le mauvais exemple. Et oui, l'éducation, c'est pas facile. Et pour finir, une bonne surprise pour notre équipe.
une classe de lycéens du lycée Le Liquès de Quimper nous a rendu un hommage très touchant. Ils nous ont fait le plaisir de traduire nos actus et nous envoyer leurs vidéos. Félicitations à eux pour leur travail et leur savoir-faire. Je vous laisse savourer quelques extraits. Saurez-vous de quel sujet ils parlent? 上海蓝天很美。喷水和气功是他家发明的。最有名的法国公司是迪卡侬和家乐福。 Voilà pour les actus récentes, insolites et j'espère aussi instructives. Et comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Depuis quelques années, le smartphone est devenu le partenaire le plus important pour la plupart d'entre nous. En Chine, près de 70% de la population possède un smartphone. Quelles sont les habitudes et les caractéristiques des utilisateurs? Faisons un petit panorama dans le zoom sur le net d'aujourd'hui. Commençons avec l'âge. Les applications les plus utilisées par les enfants de moins de 15 ans sont celles liées aux devoirs et à la musique. Et oui, en Chine, les plus petits bossent dur et leur seul loisir, c'est peut-être d'écouter des chansons. De 16 à 25 ans, les jeunes ados et les étudiants ont un peu plus de liberté. Les applications de jeux arrivent en tête, comme Arena of Valor, Wilderness Action, etc. De 26 à 35 ans, la pression entre progressivement dans la vie des jeunes actifs. De ce fait, les applications sur la finance, le crédit, prennent le relais. Mais celles liées au mode de vie, ou sortir, ou acheter les choses tendances, occupent également une place importante pour cette tranche d'âge. Après 36 ans, la vie est comme une boucle. La plupart des utilisateurs sont devenus parents, alors ils téléchargent en priorité toutes les applications liées aux études de leurs enfants. Comment apprendre l'anglais, faire des maths, etc. Les seniors chez nous, à partir de 60 ans, s'ouvrent plus à la lecture et toutes les applications liées aux actualités sont sur la première page de leur smartphone. Il existe aussi des différences d'utilisation selon les âges. La génération des utilisateurs de moins de 24 ans aime se coucher tard et se lever tard, donc de 23h à minuit. Ce groupe d'utilisateurs arrive en tête, alors de 17h à 20h, ils sont peu présents en ligne. Peut-être parce qu'ils sont en train de faire leurs devoirs. Ils aiment parcourir Weibo, le Twitter chinois, très tard le soir, écouter de la musique, regarder des vidéos et discuter avec leurs amis sur WeChat. De 17h à 18h, un petit pic d'utilisation pour les utilisateurs âgés de 36 à 40 ans. Ils sont sûrement dans les transports. Beaucoup suivent la bourse ou regardent les vidéos drôles sur Douyin, TikTok chinois. La plupart des utilisateurs âgés de 41 à 69 ans allument rarement leur smartphone après 22h. A noter que de nombreuses personnes de plus de 70 ans ne possèdent pas encore de smartphone en Chine. À l'origine, c'était assez anodin, mais avec le contrôle de l'épidémie de Covid, cette inégalité a été étalée dans les médias. Sans smartphone, les personnes âgées, les ruraux, ne peuvent ni montrer les codes de santé pour circuler, ni commander de la nourriture en ligne lorsqu'ils étaient assignés à résidence. Même ceux qui ont un téléphone connecté ne savent pas forcément utiliser toutes les applications. La question de l'isolement informatique des personnes âgées reste un vaste sujet en Chine et dans le monde aussi. Heureusement, des initiatives existent pour leur apporter l'aide et la formation dont ils ont besoin. Il m'arrive souvent de recevoir des emails de connaissances de France. Souvent les mails commencent par « Cher Song » ou « Cher Li ». Parfois c'est « Cher Song Li ». Alors que ceux qui me connaissent bien m'écrivent toujours sans faute « Cher Li Song ». Récemment, voulant être sûr, une amie m'a demandé « Comment doit-on t'appeler en fait ?» Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous explique tout. Mon nom de famille est Li. Cela signifie prune ou prunier. Mais il ne faut pas penser que je compte pour des prunes. Et mon prénom est Song. Le karaté est composé de Shan, montagne, et Kao, grand. Donc, Song signifie grande montagne. Fastoche! Je suis en effet un prunier sur une grande montagne. Ça fait poétique, n'est-ce pas? La nature, la sagesse, c'est tout moi. Donc vous allez me dire, on t'appelle Song, c'est bien ton prénom. Eh non, sinon ce serait vraiment un jeu d'enfant. En fait, un nom chinois s'écrit toujours avec d'abord le nom de famille, suivi du prénom. Entre chinois, on s'appelle par notre nom complet et non pas par le seul prénom. Surtout si le nom est composé de 2 caractères. Ce qui est mon cas, Li Song, 2 caractères. Vous connaissez les personnalités connues telles que l'écrivain Yu Hua, Yu, son nom de famille, Hua, son prénom. Le joueur de basketball Yao Ming,
l'actrice chinoise Gong Li. Jusque-là, tout va bien. Lorsqu'on a un prénom composé de 2 caractères, les proches peuvent effectivement vous appeler juste par votre prénom. Ça me rappelle une scène du dîner de cons, ça. Par exemple, le cinéaste chinois Jia Zhangke. Jia, c'est son nom de famille, Zhangke, son prénom. Si vous considérez que vous êtes proche du réalisateur Monsieur Jia, vous êtes autorisé à l'appeler Zhangke. Mais dans un cadre professionnel, on l'appellera toujours Jia Zhangke. L'académicien François Chen, d'origine chinoise, son nom de naissance est Chen Jixian. Son prénom chinois, c'est pas facile à prononcer, n'est-ce pas? C'est en partie pour ça que certains Chinois émigrés ou ayant une carrière à l'international adoptent un prénom occidental ou occidentalisé. L'acteur Jet Li, par exemple, son nom chinois, c'est Li Lianjie. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, son nom chinois est Ma Yun. Bref, pour savoir comment appeler votre ami chinois, la règle de base est simple. Il faut avoir au moins 2 syllabes. Dans mon cas, ça reste Lisson. Mais si vous trouvez que ça fait trop formel, il y a un moyen de m'appeler différemment. Je vous explique. Ma tante, par exemple, m'appelle Sonson. Elle double mon prénom. Et hop, ça donne un petit côté affectueux. Un peu comme Lulu pour Lucie. Mon ancien patron, qui a 20 ans de plus que moi, m'appelle Xiaoli, Petit Li. Petit plus le nom de famille. C'est une manière d'appeler quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Ça reste une tradition. Le mot petit ici n'a rien de péjoratif. Dans le cas contraire, je peux appeler un certain monsieur Wang que je connais bien et qui a 20 ans de plus que moi. Lao Wang, vieux Wang. Ça montre un côté familier. Vieux, Lao ici, est également symbole de respect. Tout comme le mot Lao Shi, professeur, vieux maître. Dans le cas de l'entreprise, on peut se donner du Wang Zong, Wang, le nom de famille, suivi de Zong qui signifie directeur, directeur Wang, pour signifier le respect lié à sa position. Il n'a même pas besoin d'être directeur en fait. Maintenant, parlons un peu des noms de famille en Chine. Selon le dictionnaire des noms de famille chinois, il existe plus de 24 000 noms de famille en caractère chinois pour des personnes de tous les groupes ethniques. Actuellement, plus de 6 000 noms de famille sont utilisés en Chine. L'ouvrage le plus connu recensant les noms de famille est Les noms des 100 familles, Bai Jia Xing, datant de la dynastie Song du Nord au Xe siècle. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on emploie le mot Bai Xing, 100 et nom, cela désigne le peuple. Selon le rapport national sur les noms publié par le ministère de la Sécurité publique, Wang, Li, Zhang, Liu et Chen restent les 5 principaux noms de famille les plus courants en Chine. Les personnes portant ces 5 noms de famille représentent 30,8% de la population totale enregistrée en Chine. Li était le plus courant avec 726 000 nouveau-nés portant ce nom cette année-là. Voilà, en fait, moi, j'ai des millions de cousins en Chine. Li, c'est vraiment comme Martin en France. Le rapport indique également que les personnes ayant un prénom avec 2 caractères représentent une grande majorité de la population, plus de 90% du total. En fait, dans les années 80, il y a eu une tendance de donner un prénom avec un seul caractère. Comme moi, je suis né en 1983, j'en fais partie. La prochaine fois, je pourrai vous expliquer comment choisir un prénom pour un nouveau-né, parce que ça, c'est une autre histoire. Voilà, vous savez tout, je suis Lisson, le prunier d'une grande montagne. À la prochaine. Salut Lisson mon gars. Salut Hugues, comment vas-tu? Ben bien et toi? C'est ton... Tu vois, c'est ma voisine, enfin c'était. Parce que, en fait, c'est ce qu'elle est en train de dire. En fait, on a habité ici avec ma femme pendant 11 ans. Dans une partie de cette maison, qui est une ancienne maison des années 30. C'est pour ça que tu m'as donné rendez-vous ici alors? Oui, c'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous ici, parce que c'est à l'origine de ma passion pour l'histoire de Shanghai. Je m'appelle Hugues Martin, j'ai 48 ans, je suis à Shanghai depuis 17 ans. Et je suis l'un des fondateurs de Expatrimo et parallèlement j'ai créé un blog qui s'appelle Shanghai Lander depuis 15 ans. Écoute, je vais t'emmener un peu plus loin, je vais te montrer quelques maisons, j'ai fait des recherches, il y a plein d'histoires intéressantes. D'accord, super. On est dans un quartier, toute la laine a été créée avec des maisons dessinées par 2 ou 3 architectes connus et c'était tous des gens ultra riches qui habitaient là. Là, on est dans une maison de style espagnol. Mais pourquoi espagnol justement? Je comprends pas là. Mais en fait, à l'époque, donc dans la fin des années 20, début des années 30, et à l'époque, les films d'Hollywood qui étaient super connus à Shanghai, Oui.
il y avait des maisons de ce style-là, qui est en fait un style mélange espagnol, mexicain. Et donc les gens, ils voyaient la maison dans le film, et donc ils commandaient la même. Ils voulaient la même, quoi. Exactement. Pour continuer notre discussion, je t'emmène dans un endroit où on va prendre un café. Ok, super. Moi, j'ai envie d'avoir un café aussi. Voilà. Alors c'est un café boulangerie typiquement de Shanghai avec plein de trucs à vendre dedans. En chinois, il s'appelle Du Fu. Oui. Parce qu'en fait, la rue dans les années 30 s'appelait la rue du Four. D'accord. Et donc c'était le nom de la rue. D'accord. Tu foulou. Voilà, Tufolo. Ok. Et en anglais, il s'appelle Shanghai Lander. C'était le nom que les étrangers se donnaient à eux-mêmes, les étrangers qui habitaient à Shanghai. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon blog shanghailander.net. Les œufs en meurette ou fan chao dan? Fan chao dan, j'aime bien. Mais quand même, les œufs en meurette, ça me manquait un peu. Donc avec l'association des Bourguignons de Shanghai, dont je fais partie, on a trouvé un restaurant où on leur a appris à faire les œufs en meurette pour retrouver un peu le goût du pays. Donc œufs en meurette. Pinot noir ou vin jaune? Alors le Huangzhou, j'aime seulement avec le crabe poilu. Mais pour le reste, Pinot noir. D'ailleurs, je ne bois quasiment que ça. La moutarde ou la sauce soja? J'aime vraiment bien les deux. Tu vois, chaque fois que je vais en France, la première chose que j'achète, c'est la sauce soja. Parce que ça me manque. Mais à Shanghai, j'ai toujours de la moutarde dans mon frigo. Parce qu'en bourguignon, je ne peux pas vivre et manger sans moutarde. Donc les deux. Et je ne peux pas vivre sans les deux en fait. L'autoroute A6 ou Yan'an Gaojia? La Yan'an Gaojia qui passe devant mon bureau, que je prends tous les matins et tous les soirs et plein d'autres fois par jour pour traverser Shanghai d'un bout à l'autre. Famille française ou famille chinoise? Moi, ma femme et mes enfants, on essaie vraiment d'être une famille qui mélange la France et la Chine. Moi, je suis français, ma femme est shanghaïenne, donc on a une famille franco-shanghaïenne, très intéressée par la France, très intéressée par la Bourgogne, très intéressée par Shanghai aussi, tout en essayant de mélanger harmonieusement les deux cultures. Lisson, on a parlé de Bourgogne un petit peu, donc oui. Là, je t'emmène dans un endroit à Shanghai lié à la Bourgogne. Ok, super. Tu vois, on passe devant, tu connais cet endroit? Ouais, bah, je connais Capella, je connais le truc de Pierre Gagnère. Ouais, bah, c'est en fait tout le pâté de maison. C'est ce qu'on appelle des lilong, c'est des anciens habitats shanghaïens et été complètement transformé. Aujourd'hui, c'est un hôtel avec effectivement le restaurant de Pierre Gagnère qui est le restaurant de l'hôtel. Magnifique endroit. Regarde. Ouais. Cité Bourgogne. Mais pourquoi ça s'appelle Cité Bourgogne? Alors la société française, parce qu'on est dans l'ancienne concession française, qui possédait pas mal des immeubles construits à Shanghai, les a appelés pour imiter les Anglais avec des noms de régions françaises. Ok. Donc il y a le Dauphiné, le Béarn et le Bourgogne. Je voulais t'emmener dans un parc shanghaïen parce que c'est typique de la ville avec le calme et les personnes âgées qui font du sport sur les équipements. Hugues, c'est quand ta première rencontre avec la Chine? Je suis arrivé à Shanghai en 98 parce qu'on m'avait proposé d'aller à Shanghai, je connaissais rien. Je suis monté dans l'avion et je suis arrivé là. Je suis reparti et je suis venu m'installer en 2004. À l'époque, je ne pensais pas que j'allais m'installer. Je pensais que je venais pour 3 ans, comme tout le monde. Depuis que tu es à Shanghai, qu'est-ce que tu vois comme changement? En 2004, quand je suis arrivé, ou encore plus en 98, on avait l'impression en arrivant d'Europe qu'il y avait encore du chemin à parcourir en Chine. Aujourd'hui, quand on arrive d'Europe, on arrive dans le futur quand on est en Chine. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué par rapport à tous ces changements? La capacité d'adaptation des Chinois. C'est-à-dire qu'on est passé en 17 ans ou en 20 ans à travers des changements complètement incroyables, de tout le plus naturellement du monde. Qu'est-ce que tu faisais quand tu es arrivé en Chine? Alors la première fois, je travaillais sur le projet de développement de business d'une société. Et la deuxième fois, je faisais un peu le même métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire dès le départ la gestion de patrimoine pour les expatriés français et européens basés en Chine. Pourquoi tu as décidé de monter la société Expatrimo? Alors comme beaucoup de Français qui sont restés ici, au début j'ai travaillé pour des gens, puis j'ai fini par monter ma société. Et Expatrimo, je l'ai monté avec un autre Français qui lui est arrivé, et c'est le moment où on s'est rencontrés qu'on l'a monté en 2011. D'où vient cette idée de créer un blog shanghailanders.net? J'ai toujours aimé écrire. Plusieurs fois avant, on m'avait suggéré d'écrire un blog. Mais à l'époque, souvent les blogs, c'était un peu mavie.com. Et j'avais pas envie de raconter ma vie aux gens. Je pense que ma vie n'intéresse pas forcément les gens. Donc je voulais un blog qui soit centré sur un sujet très précis. Et c'est pour ça que le blog Shanghai Lander est uniquement sur l'histoire de Shanghai.
Et aujourd'hui, qui sont tes abonnés? Au départ, c'était pas mal d'étrangers à Shanghai, puis se sont greffés pas mal d'étrangers justement basés à l'étranger, et notamment des gens qui ont vécu à Shanghai dans les années 30, donc des gens qui sont plutôt jeunes. J'en ai quelques-uns qui m'écrivent, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde qui lit, c'est essentiellement des gens en Chine, et je pense qu'il y a de plus en plus de Chinois. C'est pour ça que je l'ai écrit en anglais dès le départ, pour que ça ne soit pas limité aux francophones et que beaucoup de gens puissent le lire. Est-ce qu'il y a un mot chinois que tu aimes particulièrement? Alors il y en a plusieurs et c'est souvent des mots en shanghaïen. D'accord. Par exemple, comment on dit matelas en chinois? Ximengsi. Ouais. Alors Ximengsi en shanghaïen c'est Siemens. Oui. Et la première marque de matelas qui a été importée en Chine, c'est les Américains Siemens. D'accord, ouais. Qui existe en France aussi d'ailleurs. Ouais, d'accord. Donc c'est le truc qui a été importé d'Europe ou des États-Unis en Chine. Et comme le frigo est devenu frigidaire en français, ouais. Et ben un matelas c'est devenu un Siemens. Excellent, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a beaucoup parlé des rues à Shanghai. Est-ce que tu connais la Senanlu? Oui, Senanlu, je connais. Ouais, Senanlu, c'est à côté, quoi. Enfin, c'est pas loin, là. Alors c'est une rue à côté, pareil, une rue de l'ancienne concession française. Ouais. Et en fait, donc en chinois aujourd'hui, elle s'appelle Senanlu. Oui. En shanghaïen, c'est Senelu. Ouais. Senelu, ouais. Senelu. Ouais. Donc rue Sené. Oui. Mais en fait, quand tu regardes les vieilles cartes, elle s'appelait Massenelu. Massenet. Rue Massenet. Voilà. Et Massenet, c'est un compositeur français qui est mort au début des années 20, donc au moment où ils ont fait la rue. C'est pour ça qu'elle s'appelle Senanlu. C'est incroyable, je ne savais pas du tout. Donc tout ça, on en parle, genre, ça fait partie des choses dont je parle dans mon blog shanghailander.net. Pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent venir en Chine, est-ce que tu as des conseils? Il faut être prêt à faire quelque chose qui va être totalement différent de ce qu'on avait pensé faire au départ. C'est-à-dire que la plupart du temps, les projets qui sont faits en Chine, enfin qui sont faits pour la Chine, quand on arrive et qu'on se confronte au marché, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Donc il faut être hyper flexible. Bon Hugues, franchement c'était super intéressant. On s'est baladé et tu m'as montré plein de trucs et tu m'as appris plein de choses sur Shanghai. C'était le but, je suis très content. Et donc on peut aller sur ton blog, n'est-ce pas? Oui, shanghailander.net. Ok, excellent. Bah, sur ce, je te laisse. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Vous connaissez maintenant tout Shanghai, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo auprès de vos amis. Plus on est nombreux, plus on est fou. Allez, rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt.